L'histoire de ce char est plutôt courte, mais croyez-moi, elle est tumultueuse avec pas mal de hauts et de bas. Si vous connaissez un peu les chars de la Seconde Guerre mondiale, vous en avez sûrement entendu parler. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir sa véritable histoire. Et à la fin, vous pourrez juger à quel point ce char était vraiment bon ou mauvais. Alors, commençons par le tout début. Le Sherman Firefly a été créé comme solution provisoire face à une vérité douloureuse que les Alliés ont apprise tôt dans la guerre, à savoir que leurs canons de chars n'étaient absolument pas aussi efficaces que ceux des Allemands. On était fin 1942 et les Alliés réalisaient que malgré un nombre de chars supérieur à celui des Allemands, ils étaient indéniablement en retard en termes de qualité. Cela commença à inquiéter encore plus les commandants alliés lorsqu'ils comprirent qu'ils ne pourraient pas développer et produire en masse un char capable de rivaliser avec le blindage et l'armement des chars allemands à temps pour l'invasion prévue de l'Europe. Déjà lors des combats en Afrique du Nord, il était évident ce qu'une poignée de nouveaux Tiger pouvaient faire et comment les Panzer IV améliorés avec des canons anti-chars de 75 mm à haute vélocité surpassaient en portée et en performance tous les canons des chars alliés de l'époque. Sans parler du nouveau char Panther qui venait d'arriver, ainsi que de tous les autres chasseurs de chars soi-disant miraculeux que les Allemands créaient. Armés de nouveaux canons de 88 mm, dont la vitesse initiale était supérieure de près de 50% à celle du Tiger I. Oui, ils étaient produits en petit nombre et étaient incroyablement peu fiables. Mais lorsqu'ils étaient bien positionnés sur le champ de bataille et servis par des équipages expérimentés, ils faisèrent des ravages sur les colonnes de chars alliés en progression. Les Alliés voulaient être mieux préparés qu'ils ne l'avaient été en Afrique du Nord pour la prochaine invasion du jour J en Normandie, où ils savaient que de massives contre-attaques blindées menées par des unités Panzer d'élite tenteraient immédiatement de les repousser à la mer dès leur débarquement. C'est à cela que pensèrent les Américains et les Britanniques en préparant l'invasion. Ils savaient que les chevaux de bataille dont ils disposaient, le Sherman et le Churchill, n'allaient pas rester pertinents longtemps sur le champ de bataille, et ils travaillaient déjà sur leurs successeurs. Cependant, les rendre prêts pour le jour J était le problème, car il y eut revers après revers avant que des chars plus modernes comme le Centurion et le Pershing n'apparaissent finalement, ratant de peu la guerre. L'armée américaine s'orientait davantage vers les chasseurs de chars pour contrer le blindage allemand, bien que ceux-ci soient à peine adéquats pour les détruire efficacement. La meilleure arme britannique pour neutraliser les chars, qui avait déjà fait ses preuves en Afrique du Nord, était le canon anti-char Ordnance Quick Firing de 17 livres. C'était un canon anti-char tracté de 76,2 mm qui, avec son long tube et sa haute vitesse initiale, était fondamentalement la seule arme dont disposaient les Alliés à l'époque, capable de détruire le blindage allemand avec des coups frontaux directs à n'importe quelle distance au-delà du bout portant. Le 17 livres pouvait percer 120 mm de blindage à 460 mètres, et même jusqu'à 200 mm avec les munitions spéciales APDS développées plus tard. Cependant, le problème était que les canons anti-chars tractés n'étaient pas adaptés au combat rapproché dans le bocage normand pendant l'avance. Les équipages qui les servaient n'étaient pas protégés, et comme le canon pesait 3 tonnes, il devait être tracté par un camion, puis positionné et préparé avant de tirer. Donc, c'était hors de question pour le type de combat qui s'annonçait désormais. Pour gagner du temps et éviter de développer simultanément le nouveau char et le nouveau canon, les Britanniques décidèrent d'utiliser le 17 livres et de le faire fonctionner à l'intérieur d'un char, donnant à ces équipages à la fois mobilité et protection. C'était plus facile à dire qu'à faire, car trouver le bon véhicule s'avéra plus difficile que quiconque ne l'avait imaginé. Les Britanniques avaient déjà essayé cela en Afrique du Nord, lorsque la panique du Tiger s'installa après que le premier régiment de Tiger ait débarqué pour soutenir les unités Panzer de Rommel. Ils montèrent des 17 livres sur tout ce qu'ils pouvaient, créant des chasseurs de chars improvisés, comme le soi-disant Faisan ou l'Archer. Ce dernier étant un châssis de char Valentine avec un 17 livres orienté vers l'arrière pour une raison quelconque. Ils devaient littéralement reculer au combat. Mais comme vous pouvez le constater, c'étaient des solutions improvisées et désespérées destinées à gagner du temps jusqu'à ce que quelque chose de correct puisse être développé. Ce char approprié pour abriter le 17 livres était censé être l'A-30 Challenger. Essentiellement un char de croisière Cromwell agrandi pour qu'il puisse accueillir le canon à l'intérieur. Mais ce projet connut revers après revers jusqu'à ce qu'il soit enfin clair qu'il ne serait pas prêt pour l'invasion de Normandie.
laissant les Britanniques repartir de zéro avec de moins en moins de temps. Ils commencèrent à convertir certains chasseurs de chars américains M10 en montant des 17 livres dessus, les transformant en Achilles. Bien que cela donne aux équipages une certaine protection et mobilité, ce n'était toujours pas la solution qu'ils espéraient. Ils voulaient un vrai char avec le 17 livres, et pour une raison quelconque, il s'avérait bien plus difficile d'en fabriquer un que prévu. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils n'ont pas mis le 17 livres dans le Sherman dès le début, puisque cela semblerait être la chose la plus logique à faire. Le Sherman était déjà en production de masse, familier aux équipages, et fonctionnait assez bien sur le champ de bataille pour l'époque, du moins quand il ne combattait pas directement le blindage allemand. Le 17 livres aurait résolu le problème des obus à faible vitesse du Sherman qui rebondissaient sur les chars allemands. Le problème cependant était les petites tourelles initiales du Sherman, où la culasse massive du 17 livres ne rentrait tout simplement pas. Alors, la tentative de modernisation. Le major George Brighty et le lieutenant-colonel George Witheridge suggéraient qu'avec beaucoup de modifications, ils pourraient parvenir à entasser le 17 livres dans la tourelle du Sherman et le faire fonctionner. Cependant, personne ne les écoutait vraiment, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il n'y avait aucune autre solution en vue pour préparer un char à temps pour le jour J. C'est seulement alors que le commandement militaire laissa enfin ces deux-là essayer ce dont ils parlaient depuis tout ce temps. Installer le 17 livres dans la tourelle du Sherman signifiait repenser tout l'intérieur du char de zéro. Quand il tirait, le canon reculait de près d'1 mètre vers l'arrière, et il n'y avait absolument aucun espace pour cela à l'intérieur de la petite tourelle du Sherman. Au début, l'idée semblait simple, mais elle se révéla être un désastre. Ils essayèrent de monter le canon sans son système de recul, espérant que tout le char absorberait le choc. Mais le recul du 17 livres était bien trop puissant, et après seulement quelques tirs, quelque chose se cassait toujours. Soit l'affût du canon, soit une partie du char lui-même. Donc ce plan ne dura pas très longtemps. Maintenant, les ingénieurs devaient recommencer, et ils commencèrent à changer à peu près tout ce qu'ils pouvaient. Le système de recul fut redessiné pour fonctionner sur une distance beaucoup plus courte, juste assez pour garder le canon fonctionnel à l'intérieur de la tourelle. Chaque centimètre d'espace à l'intérieur devait être utilisé, et même alors, tirer avec le canon restait une expérience désagréable pour tous ceux qui étaient à l'intérieur. Ensuite, ils pivotèrent la culasse de 90 degrés pour qu'elle s'ouvre latéralement au lieu de vers le haut. Cela peut sembler simple, mais ça ne l'était vraiment pas. C'était la seule façon de rendre possible le chargement de ces longues munitions d'1 mètre. Ça fonctionnait, bien que cela rende le processus lent et maladroit. Le cadre de recul raccourci causait aussi de nouveaux problèmes. Il rendait le canon instable. Donc, une nouvelle version du tube du 17 livres dut être créée avec une partie arrière plus épaisse pour le maintenir fermement en place et réduire les vibrations. Un nouveau mantelet coulé fut également conçu pour le sécuriser plus étroitement. La radio devint un autre obstacle. Normalement, elle se trouvait à l'arrière de la tourelle, mais cet espace était maintenant complètement occupé par l'énorme culasse du canon. Alors, les ingénieurs découpèrent un trou à l'arrière de la tourelle et soudèrent une boîte blindée à l'extérieur pour abriter la radio. Cela résolut un problème, mais en créa un autre. Le chargeur devait maintenant gérer la radio lui-même, ce qui ralentissait son travail et rendait la coordination à l'intérieur du char plus difficile, surtout avec sa nouvelle position exiguë. Les premiers Sherman n'avaient pas d'écoutille pour le chargeur. Le chargeur grimpait normalement par l'écoutille du chef de char, se faufilait derrière le canon et rampait jusqu'à sa position. Et dans l'éventualité où il devait sortir en urgence, comme je ne sais pas quand son char brûlait, il devait inverser ce processus à travers le feu et la fumée et possiblement les corps de son tireur et de son chef de char bloquant le passage. Mais avec le 17 livres beaucoup plus gros à l'intérieur, c'était maintenant complètement impossible. Alors les ingénieurs découpèrent un carré dans le toit de la tourelle et donnèrent finalement au chargeur sa propre petite écoutille pour rendre sa vie juste un peu plus facile. Cela fut fait plus tard sur les Sherman standards également. Cependant, l'espace à l'intérieur du char s'épuisait rapidement. Pour faire de la place pour les grands râteliers de munitions, pour les plus grosses munitions du 17 livres, quelque chose devait disparaître. La position du mitrailleur de proue fut supprimée et son espace fut converti en stockage pour des munitions supplémentaires. Cela réduisit l'équipage de 5 hommes à 4, mais même alors, il n'y avait de place que pour environ 77 obus au total, contre 97 d'origine pour le Sherman. Parmi ceux-ci, seulement 23 étaient disponibles au combat, 5 dans la tourelle et 18 près des pieds du chargeur.
Une fois ceci tiré, l'équipage devait fouiller dans les compartiments plus difficiles d'accès, ce qui nécessitait généralement que le char s'arrête et que tous les membres d'équipage se déplacent pour que les obus puissent être atteints. Après des mois de reconception et d'ajustement, ils parvinrent, d'une manière ou d'une autre, à faire fonctionner le tout. En janvier 1944, le premier prototype du Sherman Firefly était prêt. Ce n'était pas confortable et les conditions exiguës étaient loin d'être idéales, mais cela donnait enfin aux Alliés un char avec un canon assez puissant pour affronter le blindage lourd allemand de face. Pourtant, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Le blindage du Sherman était toujours mince, et l'ergonomie maintenant dégradée et la contrainte sur l'équipage n'aidèrent pas. Mais avec l'invasion de Normandie à seulement quelques mois, il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Le Firefly passa ses tests et 2000 scènes Sherman furent commandées pour être converties immédiatement. Churchill lui-même ordonna que la conversion des Sherman en Firefly soit traitée comme la plus haute priorité. Il fut d'abord appelé Projet Super Sherman, mais peu après quelqu'un lui donna un nouveau nom, Firefly, en raison de l'éclair brillant que le canon produisait lorsqu'il tirait. Fin mai 1944, quelques jours seulement avant le jour J, 342 Firefly étaient prêts pour le combat. Sur le papier, cela semblait être la réponse parfaite au problème des Alliés. Mais alors que les premiers Firefly roulaient en Normandie, le vrai test était encore à venir. Les batailles à venir montreraient ce qu'était vraiment ce Sherman exigu et surmené lorsqu'il affrontait les meilleurs chars allemands et leurs équipages. Parce qu'ils étaient encore rares lorsque l'invasion commença, un Firefly était assigné à chaque section de 4 chars pour donner à chaque unité au moins un véhicule avec un véritable pouvoir anti-char. Les unités britanniques et du Commonwealth finirent par affronter près de 70% de tout le blindage allemand en Normandie, où le Firefly allait prouver sa valeur. Dans les premiers jours après le jour J, les contre-attaques blindées allemandes tentèrent avec acharnement de rejeter les Alliés à la mer. Et bientôt les premiers duels de chars commencèrent. Le canon de 17 livres du Firefly montra immédiatement ce qu'il pouvait faire. Il était assez puissant pour percer le blindage frontal des Panthers et des Tigers à environ 1000 mètres, donnant aux équipages alliés un combat équitable pour la première fois. Avec les munitions spécialisées perforantes à sabots détachables, la pénétration était encore meilleure. Mais ces munitions spéciales étaient de rares, et elles n'étaient pas très précises à des distances supérieures à 460 mètres. Les obus perforants, standards et explosifs avaient aussi leurs propres problèmes au début, mais le canon pouvait quand même faire le travail avec un peu de chance. 6 semaines après le jour J, la deuxième armée britannique lança l'opération Goodwood, une attaque blindée massive au sud de Caen. Son objectif était de prendre les hauteurs et de convaincre les Allemands qu'il s'agissait de la principale percée alliée de Normandie. Lorsque l'avance commença le 18 juillet, le blindage britannique roula en avant derrière un lourd bombardement aérien et d'artillerie. Sur le flanc gauche avançaient les Coldstream Guards, dont le travail était de protéger l'avance près du village de Cagny. Un rapport arriva bientôt signalant des chars allemands se massant dans les bois en avant. Et au début, on pensait que c'était des Panthers, mais ils étaient sur le point de découvrir qu'ils affrontaient quelque chose de bien plus lourd. Les attendants se trouvaient le 503e bataillon lourd de Panzer SS. Il avait plusieurs Tigers réguliers et une poignée de nouveaux King Tiger prêts à affronter les Alliés occidentaux pour la première fois. Certains avaient été endommagés lors du bombardement précédent, mais 8 étaient encore opérationnels et se déplaçaient pour contre-attaquer. Vers midi, alors que les Britanniques prenaient encore leur position, les Coldstream Guards repérèrent un mouvement à travers les champs. Le lieutenant Malcolm Loach, commandant l'un des Firefly, vit les chars allemands apparaître au loin. Il avança son char à travers le couvert des haies, trouva un bon angle de tir et donna l'ordre de charger un obus perforant. Quand ils alignèrent le tir, il traversa directement le blindage latéral du King Tiger, déclenchant une explosion à l'intérieur qui fit sauter la tourelle et détruisit le char instantanément. Quelques instants plus tard, un autre char allemand fut mis hors de combat, bien que personne ne sache exactement quel obus détruisit celui-là. Loach pensait avoir détruit un Panther, sans réaliser que c'était la première fois que des King Tiger étaient utilisés au combat et que son Firefly venait de revendiquer le premier jamais détruit. La contre-attaque allemande s'effondra presque aussitôt qu'elle commença. Le feu britannique s'abattit sur la zone et les King Tiger restants lâchèrent de la fumée pour couvrir leur retrait. Les Allemands le remarquèrent rapidement.
Ils réalisèrent que ces Sherman avec les longs tubes étaient beaucoup plus dangereux que les autres, et ils commencèrent à les cibler en premier dans chaque engagement. Les équipages de Firefly l'apprirent rapidement et essayèrent de cacher cette identité par tous les moyens possibles. Certains équipages peignaient la moitié avant de leurs longs tubes avec des motifs de camouflage, tandis que d'autres attachaient de faux freins de bouche à mi-chemin du tube pour les faire paraître plus courts et plus semblables aux Sherman réguliers. Même avec leurs nouveaux canons, les équipages de Firefly étaient toujours assis à l'intérieur d'un char, avec un blindage de Sherman standard. Ce qui, si vous connaissez un peu le Sherman, signifiait qu'ils étaient vulnérables à presque tout ce que les Allemands avaient sur le champ de bataille. À cause de cela, les Firefly étaient généralement réservés pour des missions moins risquées dans la mesure du possible. En déplacement, ils restèrent derrière la colonne principale, couvrant depuis l'arrière et fournissant une surveillance depuis des positions abritées, attendant que les chars ennemis s'exposent. Les Sherman réguliers attirèrent le feu allemand, puis les Firefly le rendaient avec un effet dévastateur. Mais les combats en Normandie étaient brutaux, et bientôt il y aurait des affrontements horrifiques avec le blindage allemand qui testerait à la fois le char et ses équipages jusqu'à la limite. L'un des plus gros problèmes avec le 17 livres était ce qui se passait chaque fois qu'il tirait. Le canon produisait un éclair aveuglant et un souffle arrière terrible qui remplissait la tourelle de fumée et de gaz, laissant l'équipage momentanément assourdi et désorienté. Comme c'était un canon semi-automatique, la culasse s'ouvrait instantanément après le tir, projetant des gaz chauds et des résidus de poudre directement dans les visages de l'équipage. On dit que les équipages de Firefly étaient facilement reconnaissables parce qu'ils n'avaient pas de sourcils. L'éclair du tube était si intense que les tireurs devaient cligner des yeux à l'instant où ils tiraient pour éviter la cécité temporaire, tandis que le chef de char observait à travers ses jumelles pour voir où l'obus atterrissait et corriger la visée. Avant chaque tir, le chef de char comptait à rebours de 3 pour que tout le monde puisse se préparer, se couvrant les oreilles et ouvrant la bouche pour éviter la commotion et les tympans endommagés. L'éclair révélait également la position d'un char, tandis que le souffle du tube soulevait des nuages de poussière et de fumée qui attiraient le feu ennemi. Le souffle du tube était si puissant qu'après quelques coups, il pouvait mettre le feu à l'herbe ou aux haies ou même au filet de camouflage sur le char. Et vous ne vouliez définitivement pas être un fantassin se tenant à proximité quand il tirait, à moins que vous n'aimiez l'idée de perdre vos tympans. Seulement quelques semaines après que l'équipage de Malcolm Loach eut détruit ce premier King Tiger, le Firefly allait participer à l'un des duels de chars les plus célèbres de toute la guerre. Cela se passa le 8 août 1944 lorsque le commandant de chars allemand, le plus connu, Michael Wittmann, également appelé le Baron Noir, menait une contre-attaque contre le blindage allié en France. Il avait avec lui ses Tigers du 101e bataillon lourd de chars SS, et comme toujours, s'attendait à percer directement à travers les lignes britanniques et canadiennes. Mais cette fois, plusieurs Firefly de la première yeomanry du Northamptonshire britannique et des fusiliers de Sherbrooke canadiens attendaient en embuscade le long d'une crête basse surplombant les champs ouverts en avant. Ils avaient été positionnés là spécifiquement pour arrêter tout blindage allemand tentant de percer. Lorsque les chars de Wittmann arrivèrent en vue, les Firefly retinrent leur feu, laissant la formation allemande s'avancer à découvert. Une fois qu'ils furent complètement exposés, les tireurs alliés ouvrirent le feu. En quelques minutes seulement, plusieurs Tigers furent touchés et commencèrent à brûler. Un Firefly détruisit 3 Tigers l'un après l'autre en succession rapide. L'un d'eux était le propre char de Wittmann, le numéro 007. On le vit s'arrêter avec de la fumée sortant de la tourelle, puis exploser violemment alors que les munitions à l'intérieur prenaient feu. Personne de l'équipage ne survécut. Le Firefly avait fait exactement ce pourquoi il avait été construit, et il parvint à le faire mieux que quiconque ne l'avait prévu. Son 17 livres pouvait enfin affronter les chars les plus redoutés d'Europe. Dans les derniers mois de la guerre, des chars plus récents et bien meilleurs arrivèrent déjà. Le Comet commença à voir le combat en avril 1945, et les premiers prototypes de Centurion atteignirent l'Europe juste avant la fin de la guerre. C'étaient les chars que les Britanniques avaient voulu depuis le début, avec des descendants améliorés du 17 livres, mais maintenant sur une plateforme de chars moderne, conçue dès le départ pour fonctionner avec un tel canon. Le Firefly était une mesure provisoire construite à la hâte, et dès que la guerre se termina, ils furent retirés du service de première ligne dans l'armée britannique. Pourtant,
Pour quelque chose créé de cette manière et qui combattit pendant moins d'1 an, le Firefly laissa une vraie marque et fut responsable d'un nombre surprenant de chars, lourds allemands mis hors de combat.